Ben oui, je suis là. Mais ça, c'est pas le bout important. Le bout important, c'est que l'épisode de cette semaine nous est présenté par Service Pelletier-Gosselin, votre partenaire pour votre association, ordre professionnel, petite organisation qui a besoin de support professionnel. Les dernières semaines, François l'a expliqué pas mal mieux que moi parce que c'est lui, la compagnie, entre autres. Mais ils peuvent vous aider avec un paquet de spécialisations puis de services, de l'organisation d'événements, de la tenue de livres. Contactez-les si vous avez besoin de professionnels de confiance pour vous aider. Et notre autre commanditaire cette année, ben, c'est Unibrou et leur série Autre chose. Bon, là, on est en fin de saison, j'en ai plus. J'ai de l'eau bénite, elle est super bonne. Mais si vous voulez faire différent, vous essayez leur nouvelle bière de la série Autre chose. Bon podcast, tout le monde. Petit délai dans le générique, mais ça arrive. Là. C'est la qualité de notre technique. Là. Il est trop pauvre ça pour payer le forfait premium, c'est ça. Hein? Hey, je suis revenu. Yep. Les enfants se sont couchés de bonne heure à soir. Fait que, hey! J'ai le temps de parler de football. Puis, bon sujet en plus cette semaine. On a gagné. Comment qu'elle s'appelle? La Coupe du Sceau. Ah oui, c'est ça! Du Sceau. La Coupe du Sceau. La Coupe du Sceau. Ah non, ça en vrai dire, je pense que c'est la Coupe Jacques du Sceau, mais je trouve ça plus beau juste la Coupe du Sceau. Je comprends pas qu'on lui a donné un nom complet. Ah ben c'est la façon. Parce qu'on donne toujours le nom complet. C'est juste qu'on prononce la façon. Non, mais même Dunsmore, demande-moi pas son pronom. Je ne connais pas. C'est Bob. C'était Bob? Ouais. Ou t'as juste. Non. Ah oui, c'était vraiment ça. Ouais, Robert. Okay. Robert Bob Dunsmore. OK, ça pouvait être plus créatif, mais ça ne l'était pas. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que la façon correcte de faire de la toponymie, c'est de donner le nom complet de l'individu. Voilà. Ouais, ben, je suis d'accord, mais je vais juste l'appeler la Coupe du Sceau. Je trouve ça vraiment plus beau de cette façon-là que la Coupe Jacques du Sceau. Je me suis pas habitué au pont Samuel de Champlain, c'est le pont Champlain. Tu comprends? Ouais. Non, ça, ils ont été paresseux, par exemple. Ils voulaient le changer sans le changer. Tu sais. Exact. Okay, voilà. Bon, ben, on va parler de cette merveilleuse victoire des Carabins à Québec samedi dernier. Une victoire qui était un peu une surprise, mais pas tant, parce que les deux équipes étaient pas mal nez à nez toute la saison. Mais on a eu des superbes performances. Mais évidemment, en classique Montréal-Québec, ça s'est terminé à un pied. À un pied d'être égal de côté de la balle. Un petit peu. Merci au vent. Ouais, c'est ça. Le pied n'a pas fait la différence. C'est ça qui est arrivé. Ah ouais. Donc, ce qu'on et on a encore vieilli de plusieurs années. Si, bol. Coupe de cheveux gris, le gars. Vous aimez ça, jouer avec le feu. Il m'en reste plus de noir. Là, ça achève. Mais pour la 6e fois de l'histoire des Carabins, on joue à fin novembre. Fait que ça, c'est quand même assez cool. 6-6, hein? Les 12 derniers, 6 en 11. La première est en 2014, donc 6e fois en 11 ans. Donc, tu regardes ça, là, c'est plus de 50%, ce qui est pas rien. Qui est quand même pas pire. Quand tu considères que les 12 précédentes, c'était 0 en 12. Ouais. Puis si tu considères que depuis toujours, on considère, beaucoup de considération dans cette phrase, là, mais que le Rouge et Or part toujours vainqueur, toujours partant, toujours meneur. C'est la référence, disons ça de même. Oui. Ce qui est correct. Fait que ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est l'histoire du match. Vous aviez commencé ça quand j'étais absent et j'ai bien aimé ça. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un peu l'histoire du match, puis qu'on saupoudre nos commentaires au fur et à mesure que ça se déroule. Donc, premier quart, on commence avec Laval qui a le vent dans le dos. Et il faut attendre la 10e minute pour voir les premiers points inscrits au tableau. 3 jeux, 65 verges touchés de Laval. C'était un beau toucher. Hein? C'était un beau toucher. Gaillardaise de 53 verges. Une bombe. Là. Une vraie bombe. On étire la défensive puis on va le chercher. On va en parler tout de suite. C'est l'éléphant dans la pièce. Le vent. Le vent est toujours un enjeu à Québec. Ça a été déterminant. Chaque équipe en a... semaines en ligne que c'est déterminant. J'allais dire ça, moi aussi. Hein. Chaque équipe a réussi seulement un majeur contre le vent. Le reste des points marqués avec le vent dans le dos. Et, mais on a failli en marquer un au premier quart avec le vent d'en face. Là. Mais Tam, tu l'as dit, Tam, ça fait 2 semaines parce que la semaine d'avant contre McGill,
c'était aussi ça. Les points, tous les points c'était compté avec le vent. Puis c'est pour ça que cette semaine, la décision, le coin toss devenait si important. De partir avec le ballon ou de différer ou whatsoever. Fait que on le sentait, nous, sur place, il ventait beaucoup. Là. Sans farce, c'était des belles rafales. Là. Puis ça a paru parce que tu l'as vu, tu l'as vu ce toucher-là. C'est une balle. Là. C'est une belle balle. Oui, puis c'était difficile de pousser ce genre de ballon-là quand tu avais le vent dans le dos. Et ce que ça avait comme conséquence, c'est que ça réduit beaucoup le livre de jeu. Ça resserre la défensive. Donc là, tout le monde est plus serré. C'est plus difficile d'avancer le ballon. Des fois, des passes tombent en avant des receveurs. Ou tu la pousses trop, elle tombe par-dessus. Ouais, non, ça vient complètement changer la dynamique. Donc, les attaques sont affectées. Puis on l'a vu dans le match. Ça a été difficile de soutenir des longues séquences ou de faire des gros jeux avec le vent dans le visage. Puis en plus, on l'a vu encore plus. Là, tu vas le voir, l'autre point. C'est sur un rouge. C'est le point suivant. Dans le fond, sur le botté de remise suivant, le dégagement a volé à travers. Puis tout un bot. Ça reste qu'en football canadien, si tu réussis à la sortir sur le botté d'envoi, c'est un coup de pied. Là. Mm-hmm. Fait que Forteza est allé chercher un rouge qui mettait Laval 8-0 à la fin du premier quart. On échange de côté. Et là, c'est le contraire qui se produit. Là, Laval a de la difficulté à avancer le ballon. La défensive des Bleus prend le dessus. J'aimerais vous entendre sur la défensive des Bleus, mais l'aspect de défensive au sol. On a eu un Laval qui a couru moins qu'à son habitude, qui a été retenu. Pour moi, c'était une continuité de la dernière game au PEPS. Là. On avait quand même bien contrôlé leur jeu au sol, autre au 4e quart lors du dernier duel de la saison régulière. On avait bien contrôlé cet aspect-là. Avec Arnaud qui revenait d'une blessure aussi, la défensive était, si tu veux nous battre, ça va être par les airs, ça ne sera pas par la course. Je pense que c'était ça le plan de match. Puis ils l'ont bien réalisé dans l'ensemble, malgré un petit relâchement peut-être en deuxième demi. Le plan de jeu c'était, c'est leur running back qui pogne le ballon ou qui court. Ils ont fait essentiellement ce que nous autres on fait avec Dembélé. Puis, on a réussi à le contrer, lui. Fait que là, à un moment donné, il essayait de le sortir, le plus possible. Mais rapidement, il s'est fait. On a écrasé la ligne offensive. Cette année, le jeu au sol de Laval se limite pas mal à un individu. C'est Mathieu Roy. Hein? C'est Mathieu son prénom. C'est Mathieu Roy, effectivement. Ouais. Tu sais, les années passées, il allait en comité. Puis cette année, le comité, il ne commette pas bien. Hein? Mais j'aimerais, écoute, je n'ai pas fait la recherche, là, mais je serais curieux de voir est-ce qu'il y a un moment où on a réussi à courir plus que Laval. Je veux dire, dans l'histoire. Si c'est arrivé, c'est pas arrivé souvent. Puis si c'est arrivé les années passées, souvent c'était Jonathan qui faisait la différence. Ouais, mais là, c'est arrivé dans cette partie, par exemple. Mais là, c'est arrivé. C'est quand même assez surprenant. Fait que, est-ce que c'est la ligne de Laval, le défensif de Montréal? Que la clé, si on voulait avoir du succès, il fallait être capable d'atteindre le 100 verges. C'était comme le pilier mental. Toutes les fois où on réussissait à atteindre, où on était proche du 100 verges, où on atteignait le 100 verges, on avait des bons résultats à la Dunsmore maintenant du saut. Puis sur celle-là, tu vois, là... ça a permis de gérer le chrono aussi un peu. Ça. Oui, ouais. ça garde la défensive plus reposée aussi, ça fait pétiner. Parce que sur les deux safeties, c'était un peu ça. On a réussi à avancer, mais ce qui est arrivé, c'est qu'on les a bloqués complètement. Puis ils n'ont pas eu... Tu sais, bon botté, nous autres, on avance, on botte. Là, le Boyer avec le vent dans le dos est excellent. Botte. Puis là, Laval pas capable de bouger, de sortir. Il y avait les talons dans la zone, puis donne 2 autres points. 4 là, dans les faits. 2 x 2 fait 4. Ouais. Ce qui n'est pas rien. Fait que ça nous rapproche 8-4 jusqu'à peu près au milieu du 2 tiers, je dirais, du deuxième quart. Quand Laval est à peu près réussit à avancer un petit peu. Et gros jeu défensif. Premier revirement du match. Quelque chose qui ressemble à un strip sack à peu près, là, mais dans le fond, c'est une espèce de coup de tapette à mouche de géant qui fait tomber le ballon des mains d'Arnaud, récupéré par la défensive. Et là, les Carabins récupèrent le ballon avec un terrain plus court. Et après quelques séquences de jeu sur un
faux Barsalou spécial. On va faire déjà... Oui, c'est parce qu'on l'avait déjà. Ce qui était bon, c'est qu'on avait déjà mis le Barcelone spécial à 3 reprises, 3 ou 4 reprises en première et en début. Fait qu'on avait déjà conditionné notre Barcelone. Et les 9 matchs précédents, il y avait du tape là-dessus. Mais la grosse différence sur le Barcelone spécial dans ce match-là, c'était le retour de la chance sur la ligne. Adam. Le retour d'Adam, ça a apparu. Mais donc là, on arrive à un balayage de Enrique James Leclerc qui vient passer derrière Barsalou, reçoit le ballon et là, sur le balayage, réussit à contourner le coin et atteindre le pylône de justesse. Mais voilà, premier touché Montréal. On est à 14-8 après la transformation. Et ça enclenche maintenant une séquence. Puis là, on a eu ce jeu truqué. On a eu beaucoup de Enrique James Leclerc dans ce match-là. Au sol, dans les airs. Je suis contente parce qu'on l'a sous-utilisé, je trouve, dans le dernier mois, James Leclerc. Puis au dernier match à Québec, souvent, il était libre, mais il ne lançait pas la balle. Là, vous rappelez-vous, les années passées, là, on jouait contre Laval, puis on avait tout le temps un petit pocket receiver, un petit vite qui était utilisé à outrance. Les dernières années, c'était Chabot. Un pocket. Ouais, c'est ça. Là, on a eu du Enrique. Mais là, ça a été payant. C'est le joueur du match, et avec raison. Mais les petites passes quasiment parallèles, puis qui allaient chercher un 7-8 verges, là, c'est ça qu'il fallait, là, stretcher un peu pour permettre les longues passes après ça. Là. Exact. Donc, un touché à ce moment-là, on échange le ballon, une autre bonne séquence. Philippe Boyer qui ajoute un autre 3 points. Et juste avant la fin de la demi, on a encore une fois une grosse passe. Cette fois-là, c'est... la longue passe nous amène à la porte de début. Et c'est là que Gonzalez va trouver Nate. Nate the Great. Il va se faufiler derrière la ligne. Une espèce de screen pass juste pour le fullback. Et le titube, il pirouettise jusque dans la surface rouge. Et un autre touché juste à la fin de la deuxième demi. Donc, les Carabins retraitent au vestiaire 21-8. Juste avant ça, il y a eu le stop au troisième essai. Là. C'est ça que tu voulais dire. Il y a eu le fameux stop au milieu du terrain sur le troisième essai qui est venu créer cette opportunité-là. Défensive opportuniste aussi, qu'on a vu dans le match. On a eu ce moment-là. On va y revenir. Il y a eu un stop plus tard au troisième essai. On a eu... il y a eu un revirement, l'échappée de... c'était Dosso qui l'a échappé? Oui, mais c'est plus tard, ça. Sur la séquence de retour, on a une interception. Oui. Défensive hargneuse qui veut faire la différence. Moi, mais c'est exactement... Là, lors de ce deuxième quart-là, tout allait bien. Défensivement, ça allait bien. On a commencé à mettre énormément de pression. On a coupé le jeu au sol complètement. Ils ont quand même... puis on réussissait à contrer Olivier Cool. Ce qui n'est pas évident. Là. C'est un solide monsieur. Mais tu vois, tantôt, Tam disait hey, on aurait pu avoir un toucher en première donnée. Le toucher de Nate the Great, là, on a fait exactement le même jeu en première demi, mais ce coup-là, pour une raison que j'ignore, Pépé n'a pas vu Nate qui était tout seul. C'était exactement le même jeu. C'est le jeu où il a décidé de courir à la place, tu sais. Puis qu'on a perdu le ballon, puis on a, tu sais, bon, à 2-3 mais reprises. Mais ça, j'étais contente qu'on y aille au troisième essai tôt dans le match comme ça. Oui, parce que tu avais le vent d'en face, tu étais à la ligne de 4. Tu te dis, si tu es en score-là, je ne verrai peut-être pas une position de terrain de même. Essayons d'aller chercher le maximum de points. Ça n'a pas fonctionné. Worst case, l'autre équipe est à côté, il talon dans sa zone. C'est pas la fin du monde, là, tu sais. Non, mais souvent, on a joué conservateur dans ce type de situation-là. Puis on serait allé chercher le 3 points. Moi, j'ai aimé cette agressivité-là parce que cette agressivité-là nous a servi plus tard dans le match en mettant la défensive de Laval un peu sur les talons par rapport à ce qu'on allait décider de faire. Ouais. Ça nous amène au début du troisième quart. Les Carabins sont dans le siège du conducteur. Ils avaient reporté leur décision sur le pile ou face à la demi. Une décision qui s'est avérée très, très payante. Donc, de retour de la demi, ils avaient le choix. On prend le ballon ou on choisit un côté de terrain. Ils ont choisi un côté de terrain. Ils ont choisi de finir avec le vent dans le dos.
Et ainsi donner une possession de ballon de plus à Laval. Mettre le vent en face de Laval. C'est ça que ça veut dire aussi. Donc, ça va devenir primordial à la fin du match, comme vous le savez déjà. Donc, on ouvre le troisième quart, on s'échange un peu le ballon. Les Carabins, cette fois-là avec le vent dans le visage, réussissent une belle séquence de 7 jeux, 53 verges. Et là, au moment où un peu personne s'y attend, Simon Larose va comme se cacher dans le fond de la zone début. Tu sais, on dit un toucher de 18 verges. Ouais, plus 20 de la zone début. Là. Ah non, hey, c'était lancé de 75 verges. Là. Exact. Fait que là, tu recules. Longue histoire courte. Simon Larose dans le fond, tout seul, rendu dans les bleachers avec le monde moins le fun. Attrape le ballon. Un autre touché pour les Carabins. On est à 28-8. 20 points d'écart sur le PEPS dans une finale provinciale. J'ai jamais vu. On n'a jamais croisé ça avant. Moi, à ce moment-là, j'étais avec JP, puis à ce moment-là, je disais s'il faut que les Carabins en mettent un autre, à 28-8, on vide le PEPS. Le PEPS, à ce moment-là, le monde va sacrer. Les démarreurs à distance partent. Là. Je suis convaincu, mais malheureusement, j'étais convaincu que ça allait arriver, que ça allait tuer le PEPS au complet. Ben, il y a eu un changement de momentum à ce moment-là, par exemple. Parce qu'il y avait quand même le vent dans le dos, nos amis du Rouge. Hein? Exact. Donc, avec le vent dans le dos, on s'échange quand même le ballon 2 fois. Mais c'est pas cette séquence-là où il y a eu une pénalité qui a maintenu la séquence offensive qui a permis au là, je pense que c'est un petit peu plus tard. Là, ce qui est arrivé, c'est que tu as eu la séquence du Rouge et Or, puis à peu près au milieu du terrain. Plutôt que de dégager, et là, je peux les comprendre, ils avaient besoin d'un spark. Là. Ils avaient besoin de quelque chose. Jeu truqué sur le botté de dégagement, ce qui leur permet d'aller chercher un premier essai, de garder leur séquence en vie. Et ça va mener à la passe de Desjardins à Carignan sur 14 verges. Tu as raison. C'est ça. C'est comme s'il y avait besoin d'un spark. C'est exactement ce que tu as dit. C'est ça. Le jeu truqué, ça les a ramenés dans le match. Ils ont commencé à partir de ce moment-là aussi. Ils étaient plus désespérés. Ils étaient un peu moins conservateurs dans leur livre de jeu. Ça les a aidés. Là. Moi, le play calling de Laval dans ce match-là, en première demi, je l'ai trouvé très, très, très conservateur. Oui. Ils jouaient leur livre. Là, on était dans du football de rattrapage. Tu sais, Arnaud est 29 en 40. Non, mais moi, je te parle de la première demi. Là, ça a ouvert un peu au troisième quart quand il n'y avait pas le choix parce qu'il était 20 points en retard. Là. Exact. Mais, la même chose est arrivée au Sepsum au premier match de la saison. Laval jouait son livre de jeu jusqu'à temps qu'ils ne puissent plus jouer leur livre de jeu traditionnel parce qu'il était en retard de 25 points. Puis il a fallu qu'ils ouvrent la machine et qu'ils soient plus créatifs. Desjardins n'a pas eu un mauvais match. On parle de 29 en 40, 2,96, 3 touchés, 1 interception. J'en ai parlé tantôt, c'était sur la séquence une séquence au 4e quart alors qu'il essayait de rattraper le pointage. Mais c'est ça, c'est le timing. C'est que toutes les flashs, tous les gros chiffres sont venus à partir de ce quart-là, à partir de cette séquence-là que je viens de parler. Ensuite, là, le ballon se mettait à avancer, surtout au 3e quart. Parce que là, c'est 2 séquences de suite. Là, la séquence suivante, c'est une autre bonne série, 60 verges, notamment une énorme passe à Olivier Cool, qui est allé chercher 31 verges. Là, c'était Ouellette en plus. C'était rendu Ouellette. Exact. Ça, c'était une passe, un jeu différent un peu. Là-dessus, Cool est allé chercher 31 de sa centaine de verges à peu près, qui a été utilisé beaucoup, Cool quand même. Là, 9 verges, mais c'est vraiment sur ce jeu-là qui a été marquant. Là. Qu'il y a eu un gros impact. Sinon, c'était beaucoup des petites passes à gauche pas à droite. J'essaie de... Attends, je vais retourner voir sa moyenne. Sa moyenne est à 11, mais tu en as une à 31. Ça veut dire que les autres, il est un peu en bas de 10 verges. Donc, c'est une bonne journée, mais c'était son plus gros jeu de la journée, c'est certain. Donc, ça rapproche le score à 28-22. Les Carabins vont reprendre le vent dans le dos, on s'échange le ballon. Il y a notamment la séquence que je parlais là, de passe profonde, gros gain des Carabins, ballon échappé, le Rouge et Or le reprend dans l'autre sens, interception. Éventuellement, passe profonde de Gonzalez. Je ne me rappelle pas à qui il l'avait envoyé. Là. J'ai comme eu c'était à Enrique, je pense. C'était Enrique jusqu'au fond, qui permet de placer Boyer pour un placement de 23 verges avec environ 10 minutes à jouer. Ça a créé un écart un petit peu plus long, 31-22. Et là, il va falloir attendre
Un peu plus tard dans le 4e quart, encore une fois, le Rouge et Or réussit à avancer le ballon. Longue séquence, 75 verges à coups de petits jeux, à coups de petits jeux, à coups de petits jeux. C'est là-dessus qu'il y a eu une pénalité, effectivement, qui a gardé la séquence en vie et qui a permis à Arnaud Desjardins de trouver Simon Potvin à la porte des buts, là, vraiment en plein centre, pour aller... non, excusez, c'était celui-là sur le poteau. Je me mélange tout le temps. C'est celui-là sur le coin du poteau, hein, pour Saint-Verge, pour venir replacer le score 31-29. Et là, les dernières minutes vont être stressantes. On va s'échanger le ballon. Les Carabins vont avoir de la difficulté à l'avancer. Il va y avoir une séquence à l'attaque du Rouge et Or où ils vont être juste à l'extérieur un peu de leur portée de tir. Ils vont jouer le 3e essai. Gros jeu défensif. La couverture défensive est superbe. Arnaud n'est pas capable de se débarrasser du ballon. Décide d'essayer de passer par le côté. Se fait rattraper, se fait sortir avec 2 verges. Revirement. Les Carabins renvoient le ballon au fond. Ça ramène le Rouge et Or. Et là, finalement, avec 7 secondes à jouer, on a retiré, par exemple, parce qu'on l'a fait un sac. Il y a eu un sac de. Il y a un sac pour le reculer. Oui, c'est ce qui a permis un peu de le. Tentative de. Vous rappelez-vous, c'était combien le botté? C'était 30 quelques verges. 46. Ce qui est normalement à portée de tir pour Forteza. 46, c'était pas proche. C'était pas proche, mais normalement, il pourrait le faire. C'était pas facile. Dans les conditions normales, mais on a fait des plus longs. Mais les conditions faisaient que ça devenait extrêmement difficile à réussir. Et la loi de la moyenne a tranché. Le botté est arrivé court. Et ça a redonné le ballon au Carabin avec 1 seconde à jouer. Les jeux étaient faits. Score final, 31-29. Première coupe du saut pour les Carabins. On n'a pas eu droit à un call. Cette année, là, ont eu le Rouge et Or plusieurs fois dans les câbles. Puis ils n'ont jamais été capables de donner le coup à Samoa. C'est une grosse bête à donner un coup de grâce. Je le sais, mais on a eu des occasions. Là, tu sais, Boyer, une shot, là, un placement de 12 verges. Quand tu es dans la red zone, ça devrait être un placement. La gestion du chrono encore en fin de match aurait pu nous faire mal. Je suis content de la victoire. On a bien joué en général, mais il y a des petits tweaks à faire. Il faut avoir le couteau entre les dents. La grande différence, ça n'aurait pas dû se rendre à la dernière seconde comme ça. Bon, si Dosso n'échappe pas le ballon, on ne se rend pas là, c'est bien évidemment. Là, mais c'est pas ça. C'est que je pense que la blessure de Nicolas Roy a eu un impact parce que on changeait pas mal notre. Tu sais, quand il y a eu une bonne game, là, ça changeait un peu notre défensive, ce qui a permis à Laval d'avancer. Et bien évidemment, la pénalité de Messiane on l'avait arrêté, hein? C'était fini, là, la game était finie. Mais aussi... La séquence était finie pour la game. Là, mais oui. Oh, excuse-moi, tu as raison, la séquence était finie. Mais ce qu'il y a vraiment, là, écoutez, c'est qu'au 4e quart, l'attaque a avancé, mais pas capable de finir les séquences. Puis, mine de rien, la blessure de Dembélé aussi, ça a apparu à ce moment-là. Parce que Dembélé a permis, par des bonnes courses de 8, 9, 10 verges tout au long des trois premiers quarts, de sortir l'équipe, de donner des bons premiers jeux. Non, ça a permis... Dembélé toute l'année au 4e quart ou presque, il ne joue jamais. Je suis allé un petit peu de ce point-là. Moi, je pense que c'est le play calling. Le type de course qu'on employait versus le personnel qu'on avait. Les Carabins, historiquement, puis ça prend des équipes assez spéciales pour être capable de courir quand l'autre équipe sait que tu vas courir. Laval est capable de faire ça. Normalement, pas cette année. Non. Pas cette année. Et c'est là qu'on en est. Mais, moi, de dire tout le temps, on va courir au 4e pour écouler le temps, en football canadien, je m'excuse, là, à 3 essais. Si tu ne réussis pas à le faire le reste du match, il faut que tu sois hot en maudit pour réussir à faire ça. Parce que sinon, ça va te prendre des premiers essais par la passe. Parce que c'est ça que ça prend tout le temps, de toute façon. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve qu'on a abandonné le type de jeu court qui a fonctionné tout le match pour aller vers du jeu court qu'on a essayé de faire toute l'année au 4e quart puis qu'on n'avançait pas. Puis c'est ça qui est arrivé. Parce que dans les faits, tout ce qu'il fallait, c'était premier jeu. Parce qu'on avait trouvé là, les petites passes dans le flanc et course. Pour moi, c'était bien plus payant ça cette semaine que d'y aller par la petite course au centre
Hey, je vais vous amener sur quelques statistiques. Un nombre limité de revirements. Un échappé recouvré de chaque côté. On les a mentionnés. C'est un match typique rouge et or. Une seule interception. Les Carabins qui ont intercepté Arnaud. On n'a pas beaucoup parlé de Pépé, mais il y a quand même eu une très belle journée. Une extraordinaire partie. 27 en 37 pour 288 verges et 2 touchés. Ce qui est assez équivalent au travail d'Arnaud. Là. Je veux dire, lui, c'est 29 en 40, 2,96, 3 touchés, mais une interception. Fait que ça, quelque part, ça s'annule. Fait qu'on a eu 2 équipes qui, statistiquement, étaient très proches. La grosse différence, comme je disais, un revirement de plus en faveur de Montréal. Attaque là, totale. On a quand même, à cause du sol, on a quand même beaucoup plus de verges offensives. Là. Ben, tu vois, là, je me fie aux statistiques. C'est 483 versus 376. 300, t'as dit, François? Parce que moi, j'ai 2,88 plus 22. Non, mais moi, j'ai les stats devant moi ici. Pour un total de 483 verges offensives pour les Carabins, puis 370. Tu l'as-tu la slide avec les chiffres cette semaine, Tam? L'as-tu? Elle est là. Non, mais individuel, je voulais dire. Merci. OK, j'ai pas les mêmes chiffres du tout. Non, le site ViewSport n'a pas les bonnes stats. Non, c'est ça. 27 en 37, 368, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, hein? Mais attends, tu le comparais à Desjardins. Mais là, finalement, ça marche pas, mon affaire. Là. Mais même, Desjardins a quand même 285 verges. C'est très bon. C'est excellent. Mais c'est 3 sacs du corps, une interception. Puis là, dans le fond, on ne le comptabilise pas comme un revirement. Il y a eu 2 revirements sur des 3e essais. Ouais. Puis c'était pas genre un 3e essai, comme on disait, là, à porte des buts. Oui, il y en a eu un du côté des Carabins, mais ça a coûté quoi? Les 2 revirements sur 3 essais, c'était sur une séquence où tu essaies de revenir dans le match pour sauver ta peau. Puis l'autre, c'était au milieu du terrain, tu donnes un terrain court à l'autre équipe. C'est pas égal. La grosse différence, c'est Messiaen. Messiaen a connu son meilleur match de l'année. Il était partout, on l'employait à toute sauce. Ça a compliqué la vie un petit peu au Rouge et Or, je crois. On avait un bon package bizarre aussi en deuxième écho, au deuxième élan, je me souviens pas, où on rentrait Blaise, là, puis un genre de package léger-ish. Ouais. Genre de Diamond qui appelait. Ça a fucké à patente. Sérieusement. Nos secondaires ont eu un excellent match, que ce soit Boulian, Messiaen, Nelchal. Nelchal était agressif. Ouais. Pas des plaqués ratés. On n'a pas vu beaucoup de ça, là. Non. Ben, moins que d'habitude. Oui, moi, là, ce que je trouvais pas, c'est qu'encore une fois, on a fait plus de mises en... Il y a eu quelques mises en échec au lieu de plaquer. Mise en échec. Et que ça me fatiguait, ça. On joue au football, allez-y avec les bras encerclés. C'est ça. On va être quand même Mais avant de terminer, parler. il y a une chose qu'on n'a pas parlé, c'est de Boyer. Et Boyer, il y a eu tout un match. On l'a critiqué ces dernières semaines, mais là, ses ballons étaient bien placés. Il était là au bon moment. Il était money. Il était clutch. Au mois de novembre, c'est important que ton potter soit dans la zone. Est-ce que le retour de Riopel a remis Boyer dans ses souliers? Je ne sais pas. Hey, whatever works. J'ai une note que je me suis gardée. On va en parler très brièvement, mais je pense que ce serait hypocrite de ne pas le faire. J'ai noté chichi, cabotinage et brasse camarade. Bon, incident du début et de la fin. Il y a beaucoup de choses qui ont coulé en ligne. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'étirer. Moi, je ne veux pas en parler. De toute façon, que le RSEQ fasse ses enquêtes et donne des sanctions s'ils veulent en donner. La seule chose que j'ai à dire là-dessus, c'est tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Des deux côtés, c'est problématique. Hey, mais de toute façon, je ne sais même pas pourquoi on parle de quoi que ce soit. Les joueurs étaient en tabarnak, ils ont voulu... Les joueurs étaient crinqués. Ils ont décidé d'aller à la ligne de 40, à l'endroit où il y avait raison d'être. Ils ont la limite. Ils les ont nargués. C'était de bonne guerre. Après coup, à la fin de la game, on a un joueur qui est allé faire un gros « sur le logo. C'est tout ce qu'il a fait. On s'en calisse, puis on dit le logo, mais c'est en plein cœur du terrain, devant la foule. Que ce soit sur le logo ou pas, on s'en sac. S'il y a de quoi qui est bébé, c'est dire « Oh, il est venu fêter sur mon logo, je suis pas content, blou, 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 blou. » Ça, c'est bébé que le tabarnak.
Puis après, ça, là, ça n'a aucun sens comment c'est stupide. Oh, mon logo! Si tu veux pas qu'on pile son logo, enlève-les de ton terrain, calice. C'est ça qu'il faut se dire. Puis après, ils sont venus se taper. Ils se sont vraiment tapés ça gueule. Hein. Moi, je placotais avec JS, là, le coach JS. Je dis, moi, je te pris entre les autres. C'était du gros niaisage. Non, c'était de la testostérone mal placée. Puis c'était un petit peu ça que j'essayais de dire. On y accorde beaucoup, beaucoup d'importance, la réalité. Puis c'est correct si le RSEQ fait une enquête parce que on est en 2025. Il faut comprendre qu'il y a l'univers dans lequel on vit. Non, mais les incidents avant, après, whatever. Il y a l'univers dans lequel on vit, mais il y a un univers virtuel dans lequel tout le monde existe aussi. Puis il y a de quoi. S'ils veulent faire une enquête qui aille voir des deux côtés et qui gère ça à l'interne, on n'a pas besoin de savoir tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, mais c'est des jeunes qui se sont dit des affaires. Mais Éric, qui s'est dit quoi que ce soit, ça, je m'en sac. Revenons au juste le jeu comme lui-même. On a une équipe qui est allée festoyer leur victoire en milieu de terrain. L'autre qui n'est pas content puis qui vient y taper sa gueule. Moi, dans mon livre à moi, pour parler comme un idiot, ben, c'est ça qui est niaiseux. Pas qu'on ait fêté, c'est que, il fête mon logo, il fallait lui casser la gueule. Ça, c'est niaiseux. Bon, ben, c'est ça qui devrait être puni. T'as voulu, ils sont rentrés sur le terrain pour aller péter la gueule. C'est tout. Hey, on a vu la nouvelle Coupe du Sceau. On l'avait découverte le vendredi. 45 livres d'aluminium. Fucking lourde. Fucking lourde. C'était un bench plate, cette affaire-là. Moi, je pensais, quand ils m'ont dit aluminium, j'ai fait c'est léger, c'est portatif. Ah ouais, moi, puis Tam, on a essayé de la lever. Puis, on la laisse à terre, non? À deux, j'en êtes pas venu à bout. Fait nos boys qui étaient on aurait pu, là, mais je veux dire. Ah non, c'est parce qu'elle était à terre, puis je l'ai pris de, comme ça, parce que j'étais convaincu que c'était léger. Je l'ai à peine de vu. Hey, fuck off. Ça a l'air léger. Tout le monde l'appelait le batteur à œuf. Oui. Mais c'est pas un batteur à œuf, c'est lesté, cette histoire-là. C'est lourd. Ouais. C'est pas net, mais c'est pas beau. J'espère juste qu'elle va être résistante, parce qu'on se souvient de la Dunsmore qui pétait à chaque année. Juste... Ben oui, la Dunsmore, c'était rendu une piñata, là, ça n'avait aucun sens. C'est que la nouvelle coupe, mon seul enjeu, coupe, je la trouve originale. Tu peux pas l'ouvrir, tu peux pas cacher je la trouve les trucs à proportionnellement très grosse. C'est mon seul point. C'est impressionnant. Mon seul point. Elle était peut-être un peu grosse. Moi, quand j'ai vu les trophées de soccer, j'ai eu peur. Les 2 morceaux de plywood, là? Ouais. J'ai fait comme, Chris. J'espère que c'est pas les mêmes créateurs. Mais la grosse différence, à ma connaissance, là, que quelqu'un me corrige si j'ai tort, mais ils n'ont pas de nom non plus, ces trophées-là. Non. C'est pas le même. Ça aurait été un petit peu gênant d'inviter. C'est le principe. Ça aurait été ils les gardent aussi, hein. Chaque année, c'est des nouveaux. C'est ça. C'est pas nécessairement la même utilisation. Hey, on va aller faire un petit tour des autres. Attends, juste pour finir une petite conclusion sur notre game. Nos receveurs ont été excellents. Notre Joe Sol est excellent. Notre O-line a protégé Pépé comme les 3 phases du ballon comme il a tout été fait. Pépé n'a pas overthrow. Il a pris ce qu'on lui donnait. La défensive a été parfaite. On n'a pratiquement pas pris de pénalité. Puis nos unités spéciales ont été bonnes. C'est une game parfaite. Rien à dire, Astic. Ben, comme on disait tantôt, on peut toujours souhaiter plus. Mais on ne peut pas non plus s'obstiner contre le résultat. Non. Mission accomplie. On l'a pas volé cette partie. Les Carabins n'ont pas volé pantoute cette partie-là. Excellent. Moi, je suis allé féliciter Coach Constantin après la game. Ben oui. Écoute, juste pour se rendre nez à nez là, c'est du travail colossal. Là. Il faut le reconnaître aussi. Coach Glenn. Il y a eu 3 autres conférences canadiennes qui ont joué leur finale cette fin de semaine. On va commencer par ce qui est plus éloigné, on va revenir à ce qui est plus proche. Dans l'Ouest, où n'importe quoi peut arriver, bataille de la Saskatchewan. J'ai de la difficulté à lire, mais ça s'est fini 25-24. Ouais. Pour les chiens de prairie. Regina avait l'avance tout le long de ce match-là. C'est un placement en fin de partie qui a permis à Saskatchewan de se sauver avec la victoire. À la demi, je pense que c'était déjà... peut-être c'était 24-7, je pense, à la demi.
Regina s'est levé. Ses joueurs vétérans, le Frank, Weebs, avec leur QB de deuxième année, ont commencé à gruger du terrain, à remonter tranquillement. Puis leur batteur en fin de partie a été clutch, puis leur a permis de passer à la victoire. Il ne faut pas oublier que Regina jouait sans leur porteur de ballon étoile, ce qui limitait un peu leur offensive, surtout que c'est un QB recru aussi là, qui était partant. Dans les circonstances, ils ont très, très, très bien fait. Mais c'est de la gestion. Ils ont une équipe plus jeune, puis les vétérans sont revenus du côté de Saskatchewan pour leur permettre de poursuivre les séries, s'ils vont jusqu'au bout, de rester en Saskatchewan. Mais corrige-moi si je me trompe, c'est les Rams de Regina qui jouent à Mosaïque habituellement, qui seraient, chez eux là, à la Coupe Vanier, qui auraient été chez eux à la Coupe Vanier. Les gens vont y aller quand même. Là, oui, c'est pas si loin que ça, quoique tout est loin en Saskatchewan. Là, on est en train de le découvrir. En Ontario... Le Prairie Pride est fort. Là, oui. Oui. Il y avait une peu étude... importe les deux clubs, ça allait être... Il avait fait une étude marketing, les fans des équipes de la Ligue canadienne, puis ils avaient démontré que dans le stade, les partisans qui font le plus de chemin pour se rendre au stade, la moyenne la plus élevée, c'est les fans des Rough Riders de Saskatchewan. C'est eux autres qui, en moyenne, partent du plus loin pour se rendre à leur stade. En Ontario, où on commence à avoir des upsets un peu n'importe où, n'importe comment. La défensive de Queens leur a permis de prendre une avance assez tôt. 4 interceptions en première demi. Ils sont allés chercher, ils menaient déjà par 30 à la demi. Et là, c'est du pound de Laurier pour remonter ce score-là. Ils ont une équipe toute étoile, mais tu ne peux pas faire 5 revirements en première demi puis espérer être dans le coup. Puis ils l'ont été. En deuxième demi, ça a été le Laurier chaud en remontant, mais ils n'ont pas réussi à revenir. Puis coup d'eau à Queens qui avait le plan de match idéal. Il était bien placé tout le temps sur les revirements, genre, ça rebondit sur un joueur de Laurier, ça atterrit dans les mains du joueur de Queens. Fait comme, OK. Mais comment les manquer avec leurs uniformes jaunes? Ouais. Tu sais, ça fait longtemps qu'on parle de Queens. Là. Les 2 années que la Vanier était jouée à Kingston, on se disait tous, Queens va sortir, puis à chaque fois, il arrivait quelque chose, puis leur saison déraillait. Là, ils ont enfin réussi à passer la courbe, puis d'aller à la prochaine étape. Puis c'est intéressant de ils ont des grosses playoffs, c'est ça l'affaire. Ils ne sont, sont pas rentrés favoris de rien. Ils ont fini quoi, 4e en saison régulière? Oui, ils ont fini 4e, au milieu de plateau. Puis là, ils réussissent à se faufiler en playoff puis à sortir les vice-champions. Parce que pour moi, l'offensive de Queens est correcte. C'est pas ce qu'il y a le plus flashy. Leur QB, il est très up and down. Pour moi, c'est pas un des meilleurs QB mais ils ont une très bonne défensive, ils ont un très bon porteur de ballon, des bonnes unités spéciales. Fait que, quand on soit capable d'avoir des positionnements de terrain plus courts, ben, ils peuvent en profiter. Il va falloir qu'ils soient chanceux pour passer à travers la Coupe Mitchell, parce que là, ils s'en vont en Saskatchewan. Oui, ils s'en vont en Saskatchewan. Affronter les Huskies. C'est sûr qu'Ontario et l'Ouest, d'année en année, lequel est le plus fort, ça ne veut rien dire. N'importe quelle année donnée. Là, ça va dépendre de plein de facteurs. La température dans ce match-là va être assez importante. Ce genre de froid-là, les équipes, disons, de l'Est du pays sont plus ou moins habitués. Ils ont joué à -13 la semaine passée. L'Est par tout ce qui n'est pas l'Ouest, dans le fond. Non, mais tout ce qui n'est pas les prairies, en fait. Tout ce qui est exact. Il annonce pas froid, il annonce 1 degré. Ce sera pas sibérien. S'il y a du vent, c'est le vent du nord, c'est pas le vent des grands lacs. Là. Je veux juste dire que la semaine passée, il faisait -12. Oui, non, c'est ça. En principe, Saskatchewan a un edge, mais pas si évident que ça. Queens, sa défensive pourrait les garder là. Non, parce que là, Saskatchewan n'a pas leur QB1 non plus. Là. Fait que c'est...
C'est OK, une fait que c'est recrue 2 équipes depuis éclopées. Ouais, OK. c'est une recrue depuis un mois qui fait très bien, mais c'est pas le corps arrière vétéran que tu as tout ton livre de jeu avec, là, tu sais. OK. Ça rapproche les choses un peu. S'ils sont capables de contrôler, pas faire trop de revirements, ils devraient avoir le edge sur Queens. Mais si Queens crée des revirements et des co-terrains, ben, ils vont en profiter. Mais moi, je pense que c'est Saskatchewan qui, avec l'avantage du terrain, qui va sortir de ça. Ouais. Saint-FX se rendait à St. Mary's, donc Antigonish jusqu'à Halifax, le Cap-Breton jusqu'à Halifax. Les favoris l'ont emporté quand même un blowout, solidement. Les Huskies sont sortis ses chapeaux de roue, touchés, revirement touché. Ils ont mis ça en dehors. Là. Les 11 points sont tard dans le match. C'est des bonnes statistiques. Les Huskies ont quand même une très bonne équipe. Là. On va faire le preview de notre finale puisqu'on se déplace là à Halifax ce week-end. Mais ben, c'est ça. Parlons-en un petit peu, parce qu'Halifax, c'est un peu dans une classe à part. Halifax, c'est les Huskies de St. Mary's. Qui je pense, la dernière équipe de l'Atlantique, d'ailleurs, à s'être rendue à la Coupe Vanier. Mais pour ça, il faut remonter à 2007, si ma mémoire est bonne. Ça commence à faire un moment. C'était la dernière fois. Ouais, c'est la dernière fois. D'ailleurs, ils s'étaient rendus en ayant battu. Ils avaient accueilli le Rouge et Or de l'Université de Laval. Puis Laval avait marqué 2 points. C'était bien bizarre comme match en 2007. On approche les 20 ans là-dessus. Que l'Atlantique ne s'est pas rendu à la Coupe Vanier. Donc, vous avez un peu les statistiques à l'écran. C'est sûr que le football en Atlantique, depuis une décennie et plus de 2 décennies. Juste si on prend leur saison en général, ils ont un match dans leur saison qui a été serré. Le reste, c'est toutes des décisions de plus que 2 possessions. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment eu de l'adversité dans la saison? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont être préparés à affronter des équipes qui en ont vécu cette année? Ils ont une très bonne saison. Ils ont un très bon jeu au sol. On les voit dans les statistiques. Ils sont dans les premiers au pays sur le jeu au sol. La majorité de leurs touchés sont au sol. Ils bougent le ballon de façon aérienne, mais leur QB recrue, qui est un transfert, a quand même 11 interceptions cette année. Tu sais. Donc. 11? Ouais. Dans l'Atlantique. 11 interceptions. Ouais. En 8 matchs. C'est rough un peu. Donc, c'est le jeu au sol. Ils ont 3 bons porteurs de ballon. Ils créent beaucoup de revirements. Là. Ils ont 17 interceptions, si je ne me trompe pas, dans la saison. Ils ont intercepté 17 fois le ballon. J'ai en tête le dernier match contre BU de la saison régulière à BU où ils leur ont donné une leçon de football. C'était même pas beau à voir. Là. BU n'a pas avancé de la foutue game. On fait des revirements après revirements. Et les Huskies en ont profité. Donc, ça va être une gestion de ballon de notre côté qui va être importante. Et tester leur débit. Tester leur débit en passe longue parce que les QB, généralement, en Atlantique, ça stretch pas trop. C'est pas la même gun que ce qu'on est habitué d'avoir. Les passes de 70 verges, ça n'existe pas. Là. Tu vas avoir des passes des courses. Tu vas avoir des passes courses. Mais le QB... Mais la flyer par-dessus le safety. Non, mais le QB de Saint-FX est capable de le faire, mais il y a eu une très mauvaise journée ce week-end. Ils ont-tu une grosse O-line, est-ce qu'on le sait? De mémoire, j'ai pas les poids, là. Tu sais, on s'entend, là, statistiquement... Mais leur défensive est plutôt... c'est plutôt majoritairement des 3, 4, 5e année, donc des joueurs qui ont vu du terrain dans les 3 dernières années. C'est une équipe quand même assez vétérane. Il n'y a pas tant de recrues dans leur line-up si on compare même à nous. Leur porteur de ballon clé, c'est Malek Williams, le numéro 4. Il a 14 touches au sol. Il ne touche pas
tant la balle dans un match, mais tout le temps, dès que tu rentres dans la red zone, c'est un de ceux qui est le plus employé. Il y a 2 autres porteurs de ballon aussi qui touchent aussi par comité, puis ils n'ont pas le même style de course aussi. Là. Enfin, c'est intéressant pour ça. Du côté aérien, ben, vous voyez, là, ils ont 5 receveurs principaux qui voient la majorité du temps. C'est moins comme nous que c'est très, très diversifié. Nous, sur nos 8 ou nos 9 qui seront habillés, tout le monde risque de toucher à la balle dans le match. Puis si je suis les Carabins, c'est ce que je veux faire. Je veux montrer de la diversité. Je veux employer des joueurs qui ne sont pas trop sur les tapes. Pour créer surtout en début de match, pour créer un peu cet effet de surprise-là. Est-ce qu'on a vraiment besoin de jouer la surprise ou on est Non, mais je dis juste c'est ces joueurs-là qui risquent d'être plus libres, en fait, parce que si je suis Sainte-Marie, je double un Dosso ou je double un Enrique James. Ouais, mais ils vont se faire brûler. Non, mais c'est ça, mais mon commentaire. On est capable d'établir notre jeu au sol, puis que notre jeu au sol fonctionne. Je me rappelle la fois qu'on était allé en Atlantique. Je pense pas que ça a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Moi, un jeu qui m'avait marqué, le botteur des Carabins fait un botté d'envoi. Là. Donc, il balance 70 verges plus loin. C'est un joueur des Carabins qui reprend. C'est parce qu'il y a tellement un écart de niveau de jeu. J'ai de la difficulté à imaginer qu'on va vraiment avoir une partie, à moins que la météo et ou les blessures se mettent de la partie. C'est la seule affaire que je peux voir. Ben, c'est ça. Puis là, je me demande si c'est juste nous autres qui est un peu condescendant. Les Huskies sont capables de faire des revirements tôt dans le match. On avait des matchs interconférences Québec et Atlantique. Puis je l'ai dit la statistique tantôt, l'Atlantique n'a pas gagné une demi-finale en 17 c'est à eux, tant que l'Atlantique ne prouvera pas le contraire. Forcé d'admettre qu'il faut donner... notre discussion est plus le danger. Est-ce qu'à savoir si la danger, c'est de les sous-estimer. Là. Moi, de faire un McGill. De faire exactement la même affaire qui est arrivé à McGill. L'Atlantique, c'est une bonne conférence, mais ils sont tous bâtis sur le même frame, avec les mêmes règles puis le même bassin de recrutement. Là, tu tu t'affrontes des équipes qui ont un bassin de recrutement qui est complètement autre de côté physique, de côté toughness. Un an plus vieux. Ouais. C'est ça pareil. Ouais, l'Atlantique va chercher un peu partout. Là, fait que un an plus vieux, pas nécessairement. Ouais, mais les gars sortent de secondaire un an plus tôt. Mais il va falloir gérer les pénalités parce qu'en Atlantique. Oui, parce que là, le mouchoir va sortir plus rapidement. Tu sais, tout ce qui est, pour nous, considéré un plaqué normal peut être flagué en Atlantique. Puis on se souvient de nos périples en Atlantique, c'était des festivals de mouchoirs. Là, on a l'avantage que ça va être un crew mix d'arbitres. Ça devrait un peu mitiguer ça, là, mais... Perso, là, c'est le seul bout que je vois qui pourrait casser nos drives. Puis je le dis, hein, je veux pas sonner comme si pour moi c'est un walk in the park, là, hein, mais les dernières fois, à part la dernière partie où Saint-FX, il y a 2 ans, là, Saint-FX, je sais pas, peu importe. Mais il y a 2 ans où Saint-FX avait donné une petite frousse à UBC. Autrement que ça, il n'y a pas vraiment de game. Non, l'année passée, Bishop a réussi à scorer une coupe de points, mais ils se sont fait doubler au pointage. Ça a fini 44 à 24. Là. Hey, mais l'année passée, mais Bishop, cette game-là, avait beaucoup de blessés aussi. Ça a comme venu... mais Laurier était juste vraiment trop fort. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est que c'est pour ça que je posais la question, à quel point on a vraiment besoin de trouver des stratégies pour cacher nos jeux. J'ai l'impression que physiquement... Je dis juste qu'on a toutes les armes, aussi bien de les employer. C'est juste les exécuter. Aussi, là, c'est tout. Là. Je ne dis pas de faire des jeux truqués, je ne pense pas que ce soit nécessaire. C'est ça, je le dis, Tam, c'est que j'ai l'impression que physiquement, on va être plus fort. Fait qu'on aura juste à ponder, pogner la balle parce qu'on est plus rapide. Mais c'est ça que je te dis, c'est qu'on a des bons athlètes. Fait que moi, je pense que ceux qui vont se démarquer, ça ne sera pas nécessairement les Dosso ou les Enrique sur les courses. Je pense que les autres receveurs vont être capables de tirer leur épingle sur le 3e ou le 4e DB. C'est juste ça, mon point. Moi, j'ai hâte de savoir si... Moi, je me souviens d'une année où Western avait gagné par 70 points, 60 points. Et il avait fait
un touché à chaque possession. Ça, c'était indécent. Je ne pense pas que ça va arriver. Là. Non, St. Mary's m'apparaît St. être une Mary's bonne est meilleur équipe. que ça. Non, St. Mary's m'apparaît être une bonne équipe. Je vais le dire. Et il ne faudrait surtout pas les prendre à la légère. Moi, je les place à peu près au niveau d'un Sherbrooke. Tu sais, c'est pas méchant. Ils ont eu ils ont fait beaucoup de sacs du corps cette année. J'ai hâte de voir est-ce qu'ils vont être capables de passer notre front. Même Laval a eu de la difficulté à passer notre front cette année. Donc, j'ai hâte de voir si le style de jeu qui se joue en Atlantique, puis les packages qu'ils ont, comment ça va se confronter par rapport au style de jeu qu'on joue dans la RSEQ. On ne le sait pas parce qu'il n'y a plus de match interconférence. Moi, je pense qu'ils vont amener beaucoup de pression parce que, comme on le disait, en termes de capacité physique one-on-one, il faut qu'ils provoquent quelque chose. Leur chance, c'est de provoquer quelque chose. Il faut qu'ils prennent un risque. Ça va être à Pépé de réagir en conséquence. T'sais, en même temps, en 2023, quand Western est venu chez nous, tout le monde disait Western n'a pas été capable de rien faire de la foutue journée. T'sais. C'est sûr que ça fait 2 ans que le Québec, que ce soit les Carabins, 4 ans. Tu sais, si tu prends Laval, Montréal, Montréal. St. Mary's, s'ils veulent avoir une chance contre nous, il va falloir que leur jeu aérien fonctionne très bien. Parce que leur jeu au sol ne fonctionnera pas au niveau habituel. Non. Donc, mon ami les pressions vont être sur les épaules de leur QB, puis c'est là qu'on va voir la vraie valeur de leur QB. Mais leur QB, c'est un première année partant aussi. Là. Fait que je viens de demander à mon ami copilote, de me faire une petite analyse des Huskies de St. Mary's. On est rendu là, on travaille plus, on donne à notre public du AI. Non, mais parce qu'il prend juste en surface, fait que c'est intéressant de voir la surface. Il disait que notre dernière défaite, les Carabins, était à St. Mary's en 2007, alors que c'était le Laval quand tu posais la question à ChatGPT. Oui, ça va bien. Mais Kopi, il me dit les forces, défense dominante, 4 interceptions, 2 échappées lors de la défense, le lonely ball. C'est pas faux. Puis jeu aérien explosif, 130 verges pour 4 réceptions pour le receveur Joshua Jacks. OK. Hey, j'ai deux fun facts pour finir. Mais finalement, je me trouvais bien intelligent d'avoir trouvé 2, mais je me rends compte que la réponse aux 2 est la même question. Est-ce que les Carabins ont déjà perdu hors du Québec? Hors du Québec? Hors du Québec. Non, je pense pas. Bonne question, hein? Non, les fois qu'on a perdu, c'était à domicile ou au PEPS. Exact. Et l'autre question, c'est est-ce que les Carabins ont déjà perdu contre l'Atlantique? En saison régulière, oui. La réponse aux 2 questions, c'est une fois. Ouais. En 2002, à Mount Allison. L'équipe de Jacques Dussault, composée d'un riff-raff de volontaires qui avait mis l'uniforme avec les grosses bandes bleues, qui avait été se faire planter à Mount Allison en Nouvelle-Écosse par un score de 21-4. C'est la dernière et la seule fois que les Carabins ont perdu contre l'Atlantique. Et c'est la première et la seule fois que les Carabins ont perdu un match à l'extérieur des frontières du Québec. Ça commence à faire un bail. Ça commence à faire un bail à Abordine. Je me trouvais bien intelligent avec mes 2 questions. Non, mais... Quand je me suis rendu compte que c'est la même réponse aux 2, j'ai fait non, mais ça devient encore plus intéressant vu compte tenu qu'on s'en va jouer dans les Maritimes. Exact. Donc, ça fait... Mais cette fois-ci, ils vont y aller en avion et non pas en autobus, comme on dit. Oui, j'imagine que c'était en autobus. J'ai de la misère à croire qu'il y avait du budget pour un avion à cette époque-là. Non, mais en saison régulière, c'était... Même quand on faisait contre l'Atlantique, c'était en autobus. Exact. Il allait en autobus, il n'allait pas en avion. Donc, ça fait la piètre bagatelle de 23 ans que les Carabins n'ont pas perdu hors du Québec. Parce qu'effectivement, Tam, tu l'as dit, la réponse, c'était toutes les demi-finales canadiennes qu'on a jouées à l'extérieur de la province. C'est arrivé 2 fois, on les a gagnées. On a perdu une au Sepsum en 2021. Vous vous rappelez Saskatchewan, tu m'as pris ma Coupe Vanier. Et le toucher à la fin. Et les Vaniers à Québec. 2 Coupes Vanier à Québec qu'on n'a pas gagnées. Ouais. Voilà. Donc, c'était les 6 voyages des Carabins en demi-finale canadienne. Mais il y avait le match interconférence de 2002, dans le temps qu'on ne gagnait pas. Ça fait un bout, hein? J'étais à l'université dans ce temps-là. Je rentrais à l'université. Ça a longtemps à Mondine. Quand même, hein? Tam, t'étais-tu né, toi, ou non, je te niaise? On était pas mal à l'université dans le... Pas mal ça, hein? Hey, merci beaucoup d'avoir été là. C'est le fun de continuer ça dans le mois de novembre. Ça me donne la chance de rembarquer. C'est plus tranquille dans le mois de novembre. Ça fait du bien.
Fait que vous voulez nous encourager, vous aimez la cause, ben joignez-vous au Montagnard. Il est encore temps de le faire. Inscription à 20 $. Sinon, et même si vous êtes inscrit, suivez-nous sur nos médias sociaux. On va encore avoir du contenu parce que la saison n'est pas finie. Les matchs sont à CBC ou à TVA Sport. Midi. CBC sur leur application GEM ou le YouTube de CBC ou en français sur TVA Sport. Prenez en compte le décalage horaire. 13h là-bas, c'est midi ici. Donc, si vous ne voulez pas manquer un quart et demi. Et la Mitchell ça va être le meilleur bout. À 15h15. Excellent. Fait que bonne semaine tout le monde, puis on se voit samedi virtuellement pour le match. Bye bye.